Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Après les séries La Vraie Vie, avec aujourd'hui nos débats autour de cette table. Éric Tegner, journaliste, vous êtes directeur de la rédaction de Livre Noir. Bonjour, je rappelle que Livre Noir, c'est sur les réseaux, sur YouTube, mais également c'est un journal, c'est un trimestriel avec énormément de spécialistes qui s'interrogent sur l'actualité. Et on retrouve Florence Bergeau-Blaclair, entre autres. Exactement, avec un titre, Immigration, réagir au PRR, qui est d'actualité. Qui est tout à fait d'actualité. Michel Taube devrait arriver dans quelques instants, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Éric Revel, que je remercie d'être resté. Bonjour Valérie. Bonjour Éric. Vous êtes jeune pour vous avoir comme prénom Éric, vous? Parce que c'est plutôt un prénom des années 60, ça. C'est indémodable. C'est indémodable. Merci beaucoup de votre soutien. Journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, tout compte fait. C'est à 7h20 dans le grand matin de Patrick Roger. Alexis Bachelet, bonjour, maire adjoint à Colombes et ancien député PSE. Vous avez raison Éric, c'est un prénom plutôt de votre époque. Bah oui, des années 60, disons des années 95 pour moi. Ça. Vous pouvez me remercier de vous rajeunir. Alors. Éric Brunet, Éric... oui. Mais il y a eu un revival, je pense. Plus sérieusement, on va évidemment revenir sur l'attentat de Bruxelles avec l'Europe qui semble impuissante. Quel contrôle? Est-ce qu'on va devoir s'habituer au terrorisme? Gérald Darmanin qui veut durcir une loi, sa loi immigration. Et on va revenir sur tous ces sujets, peut-être un 49.3 dès ce soir. Et puis... peut-être un sujet sur les compteurs Linky. Vous allez voir qu'ils vont pouvoir à distance couper le courant chez vous, baisser la tension pour que vous n'ayez que certains appareils qui fonctionnent. On verra si on a le temps d'en parler. Parlons, on va faire notre tour de table sur peut-être d'autres sujets. Alexis Bachelet, c'est un coup de gueule. Oui, je sais que c'est un peu décalé parce que l'actualité est anxiogène. Mais c'est fait pour ça aussi, c'est de dire, de dire qu'il y a d'autres sujets. Je fais juste une parenthèse, quand on voit que des chaînes d'infos comme LCI qui mangeaient de l'Ukraine 24 heures sur 24, d'un seul coup n'en parlent plus du tout. Alors c'est vrai que la situation est tragique, mais il se passe des choses également. Ils ont changé de tragédie, mais ils sont toujours sur les... Non, moi c'était sur la défaite de l'équipe de France de rugby, qui est quand même une déception avec d'abord, on va pas critiquer cette équipe, même si on espérait qu'elle pourrait gagner cette Coupe du Monde à domicile. Je rappelle que la France est organisatrice de cette Coupe du Monde de rugby et que la France faisait, ça arrive parfois, partie des favoris et que finalement on a perdu d'un point face à l'Afrique du Sud. Et notamment à cause de plusieurs erreurs d'arbitrage. Alors je sais que ça sert à rien de faire un coup de gueule contre l'arbitrage, puisque ça fait partie du jeu. Et que si on avait été meilleur, on n'aurait pas eu besoin de se plaindre des erreurs d'arbitrage. Mais bon, c'est rageant, c'est frustrant de sortir de cette compétition sur ce match à élimination directe pour un point. Pour ceux qui ont vu le match, c'était frustrant, et à la fin, c'est un espoir un peu déçu. Ouais. Commentaire, c'est le jeu. Mais puis en plus, il n'y avait pas beaucoup de rayons de soleil qui se déversaient sur la France. Donc celui-là, il était attendu. Bon. Erreur d'arbitrage d'Alexis. Oui. J'ai lu le papier. Non, mais d'accord. Mais on a toujours tendance, un peu quand même, en France, à expliquer qu'on perd souvent les matchs de rugby. Alors c'est vrai qu'il y a un tropisme, il y a un biais idéologique anglo-saxon dans l'arbitrage rugbystique, mais ils n'ont pas super bien joué quand même. Il y a eu pas mal de fautes techniques. Voilà, maintenant on est tous tristes. Puis il y avait quand même Fabien Galtier qui expliquait à la terre entière que depuis 4 ans, les flèches d'argent allaient vers le ciel et que les étoiles allaient... Donc tout ça, c'est un peu... Non, mais on est un peu tristounet. On est triste. Après, je trouve un peu injuste que tout le monde tombe sur le dos de Fabien Galtier. C'était le meilleur et le lendemain... Non, mais il avait mis quand vous mettez la barre très très haut, si vous passez en dessous de la barre, on vous demande pourquoi vous n'avez pas sauté au-dessus. C'est vrai. Michel Taube. Bonjour, excusez-moi pour Michel. le je vous en prie. retard. En fait, il y a un grand principe dans le rugby que j'aimerais bien qu'il soit appliqué notamment dans le foot, c'est qu'on ne discute pas des décisions d'arbitrage.
et c'est très important. Ça apporte des valeurs de respect, le respect de l'autorité. Oui. Au rugby, c'est presque sacré, et je trouve que effectivement, bien sûr qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais je trouve que notamment certains commentaires des commentateurs de la finale, de certains joueurs. Oui, mais mon cher Michel, pardonnez-moi. Voilà, et pourtant, je suis un amoureux du rugby. Oui, j'aurais voulu offrir d'ailleurs la cravate du 15 parlementaire à Valérie Expert, mais là, je me suis dit. Mais Michel, vous avez raison, c'est une règle sacrée au rugby de ne pas contester l'arbitrage. Sauf que ce qui s'est passé est quand même très rare et très exceptionnel, puisque dans la conférence de presse en direct que j'ai écoutée, Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France, dit l'arbitrage n'était pas à la hauteur de l'enjeu. Quand un type comme Antoine Dupont, qui incarne les valeurs du rugby, critique, selon moi. C'est qu'il y a une vraie frustration, il y a sans doute de vraies erreurs, voire Justement, moi je parlerai pas d'erreur, je parlerai vraiment de faute d'arbitrage. On peut comprendre qu'à un moment donné, il y a un arbitre qui, une ou deux fois, n'arrive pas justement à voir les choses, et encore, il pourrait faire appel aussi à la vidéo et choisit de pas le faire. Là, c'était, mais il y a des moments, et il y a d'ailleurs un joueur sud-africain qui a dit heureusement que il n'a pas fait appel à la vidéo, parce qu'il savait très bien qu'il était en tort. Il y aurait, à un moment donné, dès le début, je suis désolé, on aurait pu partir sur un 14-0 au lieu d'un 7-7. Ça a changé l'issue du match. Ça a été ça pendant tout le long. Il y aurait pu avoir un carton jaune du côté de l'arbitrage. Et ça, c'est vraiment pour moi la base de ce qu'on peut dire. Si j'ai été scandaleux, je poserais les questions sur le physique des joueurs sud-africains qui n'ont pas les mêmes règles dans leur pays. Mais c'est vrai, parce que vous savez qu'il y a une question sur le sujet du rugby qui n'est pas aussi bien réglée qu'au niveau du foot. Parce que dans leur propre pays, ils peuvent s'injecter des substances qu'on ne peut pas s'injecter nous en France. La seule chose, c'est qu'ils doivent respecter les règles de la France quand ils viennent chez nous. Mais ça, c'est un sujet, vu qu'on est après la Coupe du Monde du rugby, on parle jamais du dopage d'ailleurs au rugby. Mais bien sûr, parce qu'en fait, il n'y a pas de fédération internationale qui règle ces questions-là. Donc c'est lié au niveau national. Et donc en Afrique du Sud, il y a des substances que les joueurs de rugby ont le droit de prendre, qu'ils n'ont pas le droit de prendre en France. Ça, c'est quand même une question. D'ailleurs, un mot quand même sur la finale de 95, pardonnez-moi. Bon, on sait qu'elle a été truandée, que l'histoire de Mandela et de la fin de l'apartheid était plus importante que le rugby, puisque l'un des joueurs sud-africains qui marque l'essai avoue des années plus tard qu'il ne l'a jamais marqué. Benazi, son essai est refusé alors qu'il est bon. Et surtout, le nombre de joueurs de cette sélection sud-africaine de 95 qui sont morts depuis est absolument spectaculaire. Regardez, vous verrez. Donc je pense que il y a quand même quelques soucis. Il y a aussi un gros problème dans le rugby, pas que dans le rugby, mais beaucoup de commotion cérébrale. Il y a eu d'énormes efforts faits, il faut le dire, ces dernières années. Il y a des entreprises françaises qui travaillent d'ailleurs sur des traitements préventifs et post-traumatiques, notamment une société française, je cite Region Life, qui est à la pointe dans ce domaine. Voilà, il y a vraiment, mais ça reste que le rugby, c'est un des sports les plus nobles dans le sens des valeurs qu'il porte et du respect qui est au cœur de sauf que le jeu a beaucoup changé. Je vous conseille la lecture du livre de Philippe Chauvin, Mourir fait partie du jeu. Philippe Chauvin qui a perdu son fils et qui se bat pour que y ait moins que ce soit moins un sport d'affrontement et son fils est mort quand même d'un plaquage entre deux joueurs. Il n'a pas été très entendu jusqu'à maintenant et son livre raconte très bien. Il n'a jamais eu de signe des deux joueurs qui indirectement avaient tué son fils. Jamais les types l'ont appelé pour au moins présenter leurs condoléances. Et l'ancien président et les anciens ministres des Sports n'ont jamais vraiment voulu l'écouter. Et cette fois-ci, il semblerait que la ministre des Sports, au contraire, soit plus à l'écoute. Alors, je ne pensais pas que ça ferait parler autant, votre coup de gueule. Juste parce qu'on va rentrer après dans le sujet des attentats et du conflit israélo-palestinien, signaler qu'il y a eu un deuxième tremblement de terre, un deuxième séisme en Afghanistan, qui sont principalement des femmes et des enfants qui sont touchés, c'est un pays qui est à l'abandon. Moi, ça me crève le cœur de voir qu'on abandonne ces femmes qui sont niées totalement. Donc, non seulement elles ont les talibans, mais en plus, il y a le tremblement de terre. Il y a une association qui s'appelle Stand, Speak and Rise Up qui les soutient, qui les aide. Et je voulais faire un coup de cœur pour ces associations qui s'occupent des femmes afghanes en particulier. Il y a des femmes qui sont très engagées. Moi, j'aimerais citer aussi Faïma Robiol, qui est une universitaire française qui se bat pour faire venir en France des femmes afghanes qui sont vraiment menacées et non pas des hommes qui
qui fuient l'Afghanistan, non pas à cause du régime du Taliban, mais pour des raisons plus économiques. Non, vous avez raison. Après, le problème, c'est que le régime a mis une telle chape de plomb sur le pays que, par exemple, même l'aide humanitaire à l'Afghanistan est problématique. Parce qu'elle est totalement, comme c'est le cas d'ailleurs du Hamas à Gaza, exactement la même chose, elle est totalement accaparée par le régime en place, qui est un régime totalement inique. Ouais, non, mais pensons effectivement à eux. Et ça rejoint notre sujet, c'est que des gens qui connaissent l'Afghanistan vous disent qu'il y a des camps d'entraînement là-bas. On ne s'occupe absolument pas de l'Afghanistan, mais il y a des camps d'entraînement djihadistes qui sont là-bas. On se retrouve dans un instant avec vous après le journal pour commenter l'actualité, en particulier cet attentat à Bruxelles. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord autour d'Éric Tegner, décidément, je recommence. Mettons-nous d'accord autour d'Éric. C'est le prénom que vous n'arrivez pas à prononcer, Valérie. Éric Tegner, mais c'est Éric avec un K, Éric. C'est plus riche. Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction de Livre Noir. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio. Tout compte fait, c'est tous les matins à 7h20 dans le Grand Matin Sud Radio. Et puis Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes et ancien député PS. On va revenir évidemment sur l'attentat de Bruxelles, sur cette Europe qui semble impuissante. Vous nous disiez, Éric Tegner, que vous avez montré vous-même ce matin, alors que le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a des contrôles entre la France et la Belgique. Exactement, il a annoncé ça ce matin. Donc on avait un membre de l'équipe qui a traversé du coup la frontière franco-belge en prenant une photo, en la diffusant sur les réseaux, où effectivement aucun contrôle, alors qu'il n'y a rien de plus simple que de dépêcher une équipe qui n'est pas loin et de faire des contrôles. Va-t-on devoir s'habituer à vivre avec le terrorisme ? Et Gérald Darmanin veut durcir sa loi immigration. Et puis on va revenir sur la déclaration de Daniel Obono ce matin lors de l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Et je vais vous la faire réentendre puisque Gérald Darmanin a même réagi à cette interview. On continue rapidement notre tour de table. Michel Taube, c'est un coup de cœur ? C'est un coup de cœur, oui, dans le conflit entre Israël et le Hamas, c'est quand même impressionnant. TikTok, en une semaine, a supprimé plus de 500 000 vidéos et 8000 directs sous pression de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que depuis ce crime contre l'humanité qu'a constitué la journée du 7 octobre, il y a eu un déchaînement de violence sur les réseaux sociaux, de tous les côtés, mais plus d'un côté que de l'autre quand même. Franchement, beaucoup plus, avec des mises en scène et des partages de scènes parmi les plus horribles qu'on puisse imaginer sur les réseaux sociaux, et qui ont certainement contribué, je pense évidemment à mettre de l'huile sur le feu. Et donc l'Union européenne a exigé et obtenu de TikTok qu'il supprime au plus vite des centaines de milliers de vidéos qui étaient d'une violence encore une fois inique. Et en fait, c'est pas des centaines, c'est des millions qu'il faudrait. Oui. Non, mais 500 000, c'est beaucoup quand même. 500 000, c'est beaucoup. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que tous les réseaux sociaux sont concernés par cela. Tous les réseaux sociaux devraient participer. Facebook, Google, avec YouTube, à effectivement réguler, mais de façon beaucoup plus active, proactive et rapide que ce qu'ils font d'habitude. Et l'Union européenne a introduit, on critique souvent l'Union européenne, mais elle a commencé à introduire des règlements européens qui commencent à être franchement dissuasifs, parce qu'il y a des menaces de sanctions financières extrêmement lourdes contre ces plateformes. Et enfin, moi surtout, ce que je veux dire, quand on voit les dégâts qu'occasionnent ces réseaux sociaux sur le harcèlement scolaire, sur le... vous n'allez pas les supprimer. Pardon ? On ne va pas les supprimer, les réseaux sociaux. Mais moi je suis tout simplement partisan d'une chose, c'est de la responsabilisation pénale, président de la République, la responsabilisation pénale des plateformes sur les contenus illicites qu'ils diffusent. Le jour où vous aurez une arrestation du PDG d'une de ces plateformes poursuivie parce que la multidiffusion... Vous prenez par exemple sur YouTube, les shorts YouTube, qui sont le TikTok déguisé de YouTube.
Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez un enfant, les supprimer de YouTube, rendre impossible son accès. Ça n'est pas normal. Donc si vous voulez, que ce soit sur la guerre qui se déclenche au Proche-Orient, que ce soit sur les violences, il faut une hyper-responsabilisation des plateformes. Et je trouve que l'Union européenne commence à avoir, l'Allemagne a donné l'exemple, beaucoup plus que la France, des moyens de pression sur ces plateformes. Éric Tegner. Alors Michel, pour une fois, je suis absolument pas d'accord avec vous, tout simplement parce que ça légitime cette idée selon laquelle la violence aujourd'hui existerait à cause des réseaux sociaux, comme si elle n'était pas une violence de fond. Responsabiliser aujourd'hui les plateformes, je trouve ça en fait irresponsable. Je pense pas d'ailleurs qu'il y aurait eu autant de réveils pro-Israël ces derniers jours si on n'avait pas vu ces vidéos dans les kibboutz. Et je pense que c'est important en tant que journaliste. Moi, j'ai pas envie qu'on commence à bloquer ces éléments. Tout comme sur le terrorisme, à un moment donné, il faut absolument réveiller les Français. Et c'est pas en cachant à chaque fois les choses. C'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui qu'on parle et qu'on révèle énormément de choses qui sont faites au quotidien aussi, de l'insécurité au quotidien. En revanche, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi ? Eh bien, c'est que pour créer un compte Twitter, par exemple, eh bien, il faut mettre sa carte d'identité. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on va effacer toutes ces vidéos, eh bien, tout simplement on va dissocier de ce qui va être une vidéo pour informer d'une vidéo pour appeler à la haine. Et une personne qui va appeler à la haine, eh bien dans ce cas-là, il faut pousser à une légifération, en tout cas au niveau européen, pour les identifier. Parce que pareil, c'est un bon moyen aussi d'identifier aujourd'hui. C'est un peu comme les manifestations. Les manifestations de personnes radicalisées, etc. Elles sont importantes. Pourquoi ? Parce que les services peuvent ficher les gens qui y vont et peuvent les suivre. C'est un outil qui est extrêmement important. Et cet outil-là, il n'est pas développé aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a des islamistes sur les réseaux sociaux qui font des appels à la haine, qui ne sont pas arrêtés et qui ne sont pas surveillés. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait faire plutôt que de se concentrer, de dire il faudrait qu'Elon Musk, eh bien, il arrête ces vidéos qui pourtant, eh bien, au moins provoquent une réalité et on peut voir ce qui se passe vraiment dans le monde. Il y a quelqu'un sur X, Twitter, qui a mis la liste de tous ceux qui ont liké la vidéo du terroriste hier qui a abattu deux personnes. Comme Karim Benzema. Et il a commencé à regarder les profils des gens et beaucoup sont français. Oui, non, mais Karim Benzema n'a pas liké cette vidéo. Non, il n'a pas liké. Attention, parce que vous êtes arrêté en plein vol. Bien sûr. Karim Benzema avait liké à l'époque une publication sur Instagram qui saluait justement l'assassin de Samuel Paty. Et d'ailleurs, il avait porté plainte à l'époque contre Damien Rieu. Et il a perdu son procès en diffamation il y a un mois. Donc c'est ça que je veux dire, c'est dans la même veine, effectivement, analyser qui sont les gens qui la responsabilité de gens aussi connus, Karim Benzema, alors même s'il joue en Arabie Saoudite et qu'il est peut-être obligé de dire des choses, mais enfin si, il doit les penser, mais le tweet qu'il a fait et il a le droit, et ça se comprend, en disant il faut penser au peuple palestinien sans un mot sur les victimes juives en Israël, sans un mot sur les 19 Français qui ont été massacrés en Israël, c'est juste absolument hallucinant. C'est ce qui n'a pas été dit. Parce que si vous voulez, en creux quand même, ces gens sont des vecteurs d'information, sont des vecteurs très puissants. Le fait qu'ils disent ça légitime le fait qu'on puisse pour des esprits plus déviants, avoir des positions antisémites. C'est ça qui est très grave. Ouais. C'est ce qui n'est pas dit, effectivement. C'est ce qui n'est pas dit qui est peut-être le plus choquant dans l'histoire, effectivement, de Karim Benzema. Éric Tegner, vous aviez un coup de gueule ? Un coup de cœur finalement, parce que je l'associe à un coup de cœur sur quelque chose qui pourrait me provoquer effectivement c'est auprès du journaliste Amaury Bucco, donc journaliste de Valeurs Actuelles qu'on connaît bien, qui suit bien les questions d'insécurité et qui est allé étudier le profil de la députée de la France Insoumise Mathilde Panot. Et donc aujourd'hui, vous savez, sur Twitter, vous pouvez faire des recherches par mots-clés par année. Et donc il a pu voir que la dernière fois que la députée Mathilde Panot a utilisé le terme islamiste sur Twitter, c'était il y a 3 ans. Ce n'était alors que la seconde fois et depuis plus rien. En revanche, de l'autre côté, le terme extrême droite revient très régulièrement. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo sur son compte Twitter. Ça en dit long sur l'état d'esprit actuel, c'est-à-dire sur ce 2 poids 2 mesures où l'extrême gauche tente, un peu comme un autre député de l'extrême gauche qui hier a parlé de l'attentat justement de Bruxelles, en disant que dans le fond, eh bien cet attentat de Bruxelles avait été provoqué aussi à cause de l'extrême droite, parce que c'est l'extrême droite qui fait que derrière il y a des passages à l'acte du côté de ces terroristes islamistes. Et je trouve que cette analyse est importante. À quel moment Mathilde Panot, qui toujours
essaye d'être contre la violence, notamment contre l'extrême droite, n'a pas cité en 3 ans ce mot islamiste. Je pense encore une fois que la bataille des termes, la bataille sémantique, elle est essentielle, et ça va nous renvoyer justement à ce qu'a dit effectivement la députée Obono ce matin sur Sud Radio. Encore une fois, elle n'a pas su, et elle justement tombé d'une certaine façon, elle a révélé ce qu'elle pensait vraiment, c'est-à-dire que le Hamas pour elle est un mouvement de résistance. Alors on va Eric, ça vous permettra de réfléchir. Pas de réfléchir. Ça n'y arrive pas souvent. Je réfléchis très longtemps. Non, le sujet est sérieux, mais vous nous parlerez dans un instant de la NUPES. Ah ouais, c'est fantastique. Mais justement, peut-être qu'aujourd'hui... Alors, on va marquer une pause, Eric. 11h12 sur Sud Radio, et vous aurez la parole. Parce que je veux absolument vous lire le tweet de Mathilde Panot, quand même. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio ce matin, Danielle Obono était donc l'invitée de Jean-Jacques Bourdin. Écoutez ce qu'elle répondait à la question sur le Hamas posée par Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire un mouvement de résistance, le Hamas. C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, je vis de clarification, justement. Donc, est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance qui a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui. Bon, c'est un mouvement de résistance. On sent qu'elle est assez gênée pour répondre très clairement. Gérald Darmanin a tweeté « Le Hamas, un mouvement de résistance. Non, c'est un mouvement terroriste. Je saisis le procureur de la République pour apologie du terrorisme. » Eux estiment que ça a été mal interprété. L'équipe de Madame Obono, une réaction. Je ne sais pas qui, Michel, Taube. Alors, moi, je voudrais revenir sur ce que disait Eric. Non, mais c'est très important. Benzema, excusez-moi, Benzema, on est passé à autre chose. Non, c'est le même sujet que Obono. Benzema, j'en ai rien à faire. C'est un footballeur. Il est en Arabie Saoudite. D'ailleurs, je précise que l'Arabie Saoudite discute avec Israël de la normalisation de ses relations avec Israël, et que c'est une des raisons. Enfin, certainement. C'est fini. Non, c'est fini, c'est suspendu. Mais en revanche, ce qui me gêne beaucoup plus, je peux le dire tout à l'heure parce que j'ai voulu vérifier, c'est la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris a fait un communiqué le 8 octobre, le lendemain de cette journée terrible du 7 octobre, et pareil que Obono, pareil que tous les autres. La Grande Mosquée de Paris ne dit pas qu'il s'agit d'attentats terroristes le 7 octobre. Il dit juste qu'il y a des violences et qu'il faut que cessent les morts civiles de tous les côtés. Il ne nomme pas les choses. Et lorsque la Grande Mosquée de Paris ne nomme pas les choses, c'est extrêmement grave. Parce que quand vous avez des crimes contre l'humanité commis sur le mot Allahu Akbar, il est du devoir des religieux, des imams qui sont chargés de dispenser la parole islamique, de dire non, c'est inadmissible. Donc je pense qu'il faut des Hassan Chalgoumi, par exemple, il n'y en a pas assez. Et c'est pas normal que la Grande Mosquée de Paris ne dise pas les choses, absolument, l'imam de Drancy, ne dise pas les choses. Et Shamseddine Hafiz, le recteur de la Mosquée de Paris, dont on sait qu'il était l'avocat qui avait porté plainte contre Charlie Hebdo lorsqu'ils avaient fait des caricatures de Mahomet, avant que le pire n'arrive. Je trouve ça proprement scandaleux. La Grande Mosquée de Paris doit qualifier et dire les choses. Revenons à Danielle Obono et à cette phrase pour le moins ambiguë, si on lui accorde le bénéfice du doute. Je vais vous dire, pour moi, ça c'était du vrai journaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jean-Jacques Bourdin, je pense, a eu raison de poser plusieurs fois de suite la question, parce qu'elle a enfin dit ce qu'on les soupçonne de penser depuis des jours, parce qu'ils font preuve d'ambiguïté depuis leur premier communiqué de presse le 7 octobre dernier. Et elle l'a dit de façon naturelle, par un oui tout simple. À quel moment elle aurait pu tout simplement dire c'est un mouvement terroriste? Elle l'a dit. Non. Mais non, parce qu'elle dit du coup c'est un mouvement de résistance. Mais derrière,
ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un mouvement elle dit c'est un groupe politique. Alors attendez, elle dit c'est un groupe politique islamiste. Oui, elle parle pas de terroriste. Mais elle ne dit pas terroriste parce que en fait, elle va considérer que il part du principe que c'est un État. Et donc, en fait, c'est une guerre entre deux États et qu'on n'est pas dans la situation d'un terrorisme. Voilà leur pensée depuis le début. Et c'est une pensée qui est véhiculée par d'autres, y compris des journalistes. Effectivement, je pense à Daniel Schleiderman d'Arrêt sur Image, qui passe son temps à faire des leçons de morale à tout le monde, notamment sur la droite radicale, etc. Et qui, le premier, a dit explicitement que c'était finalement un mouvement de résistants et que les résistants français à l'époque auraient fait la même chose effectivement avec les enfants de nazis. Donc c'est quelque chose de proprement scandaleux et pour le coup j'espère qu'on va pas se contenter de mots. Il y a une plainte qui a été déposée par une association des jeunes juifs en France contre Daniel Obono. Gérald Darmanin s'est prononcé contre et là-dessus on va voir la réaction. Mais Véronique, une auditrice me dit que c'était de l'acharnement de Monsieur Bourdin. Ça s'appelle du journalisme, ça s'appelle poser une question, ça s'appelle attendre une réponse. Quand on ne vous répond pas, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui, comme Jean-Jacques Bourdin, insistent en disant est-ce que c'est... Véronique, si je vous pose une question, vous allez me répondre oui ou non, ou attendez, c'est plus compliqué. Là, il est obligé de poser 4 fois la question est-ce que c'est un mouvement de résistance? Ça s'appelle du journalisme, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui vont la pousser. Alors peut-être on vous a pas beaucoup entendu ce matin, Alexis Bachelet. J'attendais que vous me donniez la parole. Voilà. C'est vous qui êtes la reine. Regardez ces indisciplinés. Non, mais Alexis, comment vous comprenez cet embarras ou en tout cas ce refus de qualifier le Hamas de groupe terroriste et islamiste? Moi, je l'explique pas parce que c'est assez facile de l'exprimer comme ça, de dire voilà, le Hamas c'est une organisation terroriste islamiste et qui règne d'une main de fer sur Gaza depuis. Bien sûr. Et qui opprime les Gazaouis. Et après, c'est vrai que je pense que malheureusement le sujet ne se prête pas au raccourci et il faudrait aussi prendre un peu de recul et se rappeler aussi l'histoire. Le Hamas a été créé dans sa version actuelle en 1987 au moment de la première intifada. Donc à l'époque, c'était effectivement un mouvement de résistance puisque c'était en Cisjordanie et à Gaza contre l'occupation israélienne, puisqu'à l'époque, en 87, Gaza était occupée par l'armée israélienne. Donc dans l'histoire, ce groupe, qui aujourd'hui est ce qu'il est, c'est-à-dire un groupe terroriste, a été à l'origine un mouvement de résistance qui voulait concurrencer le Fatah, et à l'époque avec la complaisance des autorités israéliennes qui voulaient affaiblir le Fatah de Yasser Arafat en faisant émerger quelque chose de plus radical, qui serait plus facile à dénoncer, puisque c'est des gens plus radicaux, donc plus violents. Et donc, c'était en fait pour empêcher un processus de paix et l'émergence d'un État palestinien. Donc c'est ça, l'histoire. Après, effectivement, il y a eu d'autres moments clés, c'est notamment le retrait unilatéral d'Israël de Gaza, qui a permis, quelques mois plus tard, après une guerre civile qui a duré, je crois, 3-4 jours, au Hamas d'éliminer le Fatah pour prendre le pouvoir seul, et depuis sans faire d'élection, parce qu'on entend des fois des gens dire que le Hamas est issu des élections. Non, le Hamas a fait un coup d'État et a pris le pouvoir par la force. C'est une dictature islamique et il n'y a pas de liberté d'expression. Et il y avait même, avant les événements dramatiques que nous vivons depuis quelques jours, eu des manifestations de Gazaouis contre le Hamas. C'est pour dire si c'est plus compliqué et qui ont été dispersés dans les images d'Épinal ou les raccourcis qu'on essaye de nous vendre, qu'essayent de nous vendre certains. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut effectivement essayer d'expliquer. Et c'est là que le rôle des responsables politiques est important, la complexité des choses, et pas effectivement rentrer dans un militantisme d'extrême gauche, ou d'extrême droite, ou d'extrême je ne sais pas quoi. De toute façon, aujourd'hui, il est clair qu'il y a des récits, on est pris en otage par une situation qui est le fruit de deux extrémismes. L'extrémisme, effectivement, d'un mouvement terroriste qui est le Hamas, qui a commis les tueries auxquelles on a assisté, mais il y a aussi un autre extrémisme, c'est la ligne du gouvernement israélien qui est un gouvernement qui penche vers l'extrême droite, ça, on peut pas le nier, ça fait peut-être pas plaisir à certains de le qualifier comme ça, et qui a conduit effectivement à une situation dramatique. Je rappelle quand même que Benjamin Netanyahou a été élu depuis 20 ans pour assurer la sécurité des Israéliens. Oui, il a vendu ça à toutes ces élections et il les a gagnés. Est-ce que les Israéliens ont été en sécurité? Est-ce que c'est possible d'imaginer ce qui s'est passé le 7 octobre dans un pays qui devait assurer la sécurité? Je vais faire Jean-Jacques Bourdin, ils l'ont bien cherché? Non. C'est ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr que non. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Je dis qu'on est pris dans une situation où il n'y a pas de débouché politique, il n'y a plus de processus de paix. Donc effectivement, c'est la violence qui règne à tous les étages. Alors fais attention parce que c'est les mêmes, pardonnez-moi un raccourci, c'est les mêmes qui disent que c'est l'interdiction de l'abaya qui a provoqué aussi l'attentat d'Arras. C'est-à-dire toujours cet achat de la paix sociale. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est issu d'un gouvernement, Netanyahou, un gouvernement légitimement élu, sur des élections où ils doivent faire des alliances, ça ne veut pas dire que peu importe la politique qu'ils font, en face, la réponse doit être terroriste. Et ça, il faut être extrêmement clair. Et le problème aujourd'hui, justement, de véhiculer ce type de propos, c'est qu'en règle générale, dès qu'on va dire, ah oui, mais en face, ils ont été trop radicaux, notamment par rapport à l'extrême droite, il y a cette petite idée, cette petite musique qui est sous-tendue. Je suis pas en train de dire que c'est vous qui l'a véhiculé. Je suis en train de dire que derrière, il y en a qui l'entendent et qui va légitimer là-dessus. C'est comme sur le terroriste de Bruxelles hier, on voit tous les tweets qu'il a fait, etc., notamment aussi sur ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers jours. D'une certaine façon, il ne faut pas mettre sur le même plan. Aujourd'hui, c'est vraiment important. Le fait de dire, il y a une radicalisation au sein d'un gouvernement légitimement élu qui n'a pas, en revanche, à ma connaissance, assassiné des enfants chez eux à Gaza. Et une réponse terroriste en face qui n'est pas une réponse légitime. Là, on en est à 2700 morts à Gaza, dont 700 enfants quand même, dans les bombardements qui ont eu lieu depuis le 7 octobre. Mais il y a une différence entre une réponse... Pour vous, il y a peut-être une différence. Donc vous êtes en train de dire que c'est le même plan. Non mais donc vous êtes en train de dire que c'est le même plan. C'est une tragédie, pardon. Moi, je fais pas deux fois deux mesures. C'est dramatique ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais c'est dramatique aussi de voir des bombes qui tuent des enfants, quelle que soit la région du monde. Du coup, vous mettez sur le même plan. Non, je le mets pas sur le même plan, mais c'est des morts au final, c'est des tragédies, excusez-moi. Mon cher Alexis, vous avez évidemment le droit de soutenir la cause du peuple palestinien et je pense qu'autour de cette table, on est très soucieux. On est très soucieux de ce qui va se passer à Gaza, même si la réponse de Tsahal me paraît légitime. Mais si on raisonne un peu cyniquement, et je vais paraphraser Tahar Ben-Jelloun, l'écrivain franco-marocain musulman, dans une interview au Point. Il dit le 7 octobre, c'est la cause palestinienne qu'on a assassinée. Le 7 octobre, c'est la cause palestinienne qu'on a assassinée. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Parce que quand vous voyez les actes de barbarie qu'on ne peut pas mettre sur le même pied que la réponse d'une armée constituée qui, ayant senti son territoire attaqué, se défend, il dit, quand même. C'est ça le problème. Il dit, en fait, le Hamas, groupe terroriste islamiste, vient de faire reculer pour des décennies la cause palestinienne. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Mais non, mais c'est très important. Parce que si le Hamas défendait le peuple palestinien, il ne se serait pas livré à ce type de barbarie. En fait, le Hamas veut continuer à bénéficier de l'aide internationale et à la détourner. Les Gazaouis continuent de crever de faim, que ce soit l'OLP, le Fatah ou que ce soit le Hamas. Le peuple gazaoui est pris en otage, lui aussi. Oui. Mais m'expliquez pas que le Hamas défend les Palestiniens. On va en parler à tout de suite. Et je suis d'accord avec vous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Autour d'Éric Tegner, Michel Taube, Éric Revel et Alexis Bachelet. Là, ça va être compliqué peut-être maintenant pour la NUPES. Éric, vous vouliez revenir faire un focus sur le sujet. Je rappelle donc si vous voulez, là on assiste à un truc rarement vu en politique. Bon, si tant est que évidemment LFI soit un parti politique et pas une secte, on a rarement vu ça. C'est-à-dire que à la fois le tout explose et l'intérieur implose. Vous voyez, c'est assez rare. C'est-à-dire que implose. Vous avez vu les déclarations de Mme Garrido, de M. Corbière, qui disent, en gros, Mélenchon, il nous fout le bordel depuis des mois, il y en a ras-le-bol, il faut que le vieux se tire. Bon, ça c'est pour l'implosion interne. Puis alors, externe, c'est absolument hallucinant. Je ne sais pas si vous avez vu cette tribune signée par des socialistes républicains hier dans Le Monde, mais c'est absolument incroyable. Bon, les déclarations de M. Faure ce matin. Donc, en fait, à l'intérieur, ça a implosé. À l'extérieur, tout le monde se barre. Fabien Roussel, bon, c'est courageux parce qu'avec les 2% que fait le PC, si vous voulez, il n'est pas sûr qu'il va pas faire 1,5 ou 3. Bon, donc il y a quand même. S'il fait 3, il progresse. Le PS taille la route aussi. Donc en fait, on assiste à un truc qu'on a rarement vu. Mais pardonnez-moi, ils sont, on le disait avec Alexis, là-dessus on était d'accord, ils sont d'une nullité. Mais crasse. Le tweet de Madame Panot, je voulais absolument vous lire. Oui, mais oui, parce que il faut quand même qu'on parle de la Belgique. Madame Panot, elle a l'outrecuidance. Je vais vous le dire en intégralité pour pas que je sois accusé d'avoir déformé, n'est-ce pas, ses propos. Bougez pas, je vous le retrouve. Suite à l'attentat hier soir. Alors suite à l'attentat, écoutez bien, parce que il faut se rappeler ce que
les LFistes ont oublié de dire sur les attentats barbares en Israël. Vous vous souvenez de la polémique? Ils ont refusé de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Alors, ce matin, elle l'a fait Daniel Obono. Elle a dit c'est un groupe terroriste. Ok. Non, islamiste. Pas terroriste. Madame Mathilde Panot, vous avez raison. dans un tweet hier après l'attentat odieux en Belgique, écrit la chose suivante: affection et solidarité avec le peuple belge frappé par un acte terroriste. Ce qu'ils n'ont pas été capables de qualifier pour Israël, ils le qualifient pour la Belgique. Or, dans les deux cas, c'est un acte terroriste. Alors la question qu'on peut se poser, Madame Panot, pourquoi est-ce que vous ne qualifiez pas de terroriste le Hamas? C'est parce que c'est Israël et ce sont des Juifs qui sont tués parce que Juifs? C'est ça qui vous embête? Pourquoi est-ce que vous qualifiez dans ces cas-là ce qui s'est passé en Belgique et qui est évidemment atroce d'actes terroristes? Ben si, mais posons-nous la question. Toutes mes pensées à tous les proches des victimes, nous partageons leur tristesse. Mais attendez... Est-ce que vous avez suivi le tweet, on l'a évoqué hier, de Carlos Martins Bilongo, de LFI? Vous restez silencieux pour le bien de l'argent et des affaires. Vous restez silencieux pour le bien de l'argent et des affaires, sous-entendu, les Juifs ont de l'argent, donc c'est pour ça que les gens se taisent. Ce tweet alors il l'a retiré, sauf que c'est trop tard. Ce sont des mots qui sont... Il est du 93, il est élu dans le 93. Absolument. En plus, c'est un endroit où on sait que les Juifs ont été en partie chassés de cet endroit à cause d'enclaves islamistes. Moi, pour rebondir sur ce que disait Eric Revel, d'une certaine façon, je trouve que c'est enfin de la belle politique. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que les idées reprennent le dessus. C'est qu'à un moment donné, la NUPES, c'est quand même un ensemble de gens qui, pour des intérêts politiciens, se sont mis ensemble. Mais c'est ça que je veux dire, en fait, à nos auditeurs, quand je parle de belle politique. C'est qu'en fait, aujourd'hui, en France, malgré tout, les idées finissent toujours par reprendre le dessus. Mais et qu'à un moment donné, ils n'ont pas intérêt à faire ça, mais ça pète parce qu'en fait, il y a des profondes divergences idéologiques, ça explose sur cette question de l'islamisme, du Hamas et d'Israël, ça implose et ça explose parce qu'il y a ces éléments de fond. Et c'est pour ça qu'en fait, d'une certaine façon, moi, ce qui me dérange dans leur façon de régler potentiellement le problème, c'est qu'ils essayent de personnaliser autour de Mélenchon et n'osent pas non plus complètement aborder donc Corbière et Garrido le fait qu'à un moment donné, le problème, c'est que Mélenchon est devenu le représentant justement de l'islamo-gauchisme et de ses alliés objectifs de certains terroristes islamistes à l'étranger. Pardonnez-moi cette question, elle me brûle les lèvres. Comme je savais que vous étiez là ce matin, je me suis dit, il faut absolument que je pose la question. Mais qu'est-ce que vous avez été foutre dans cette galère avec des gens qui vous ressemblaient pas, vous les socialistes républicains? Qu'est-ce que vous avez été faire avec des gens d'extrême gauche qui vous ont emmené dans le mur? C'était juste pour avoir des postes de députés? Pas moi, j'étais pas candidat. Non mais je dis pour les partis socialistes. C'était juste comme pour le Parti communiste pour être sûr d'avoir des élus. Mais c'est dramatique. Comme l'a dit Éric Tegner, avec justesse, la politique, c'est d'abord les idées. Oui. Donc, on peut ne pas aimer M. Mélenchon, ne pas aimer certaines autres personnalités, et avoir une histoire commune. Mélenchon était quand même au Parti Socialiste plus longtemps que à LFI. Il a été sénateur Parti Socialiste pendant plus de 25 ans. Il a quitté le Parti Socialiste, je crois, en 2009, comme d'autres, comme moi d'ailleurs, j'y suis plus. Mais ça n'en reste pas moins une histoire qui est celle de la gauche dans sa diversité. Il y a toujours eu des mouvements plus radicaux à gauche. Il y avait à un moment donné des communistes qui étaient, on va dire, l'aile gauche, le Parti socialiste. Et puis aujourd'hui, on a un paysage politique qui a changé. Le Parti communiste est à 2%. Il était à 20 il y a 30 ou 40 ans. Le Parti socialiste, qui était un parti de gouvernement, a fait 1,5 à la dernière élection présidentielle. Donc ça n'a échappé à personne que c'est les électeurs, pardon de le rappeler, je sais pas, j'espère qu'on est tous ici attachés à la souveraineté du peuple. C'est les électeurs qui ont donné à la France insoumise, et en particulier à Jean-Luc Mélenchon au moment de l'élection présidentielle, une force inédite sur le plan électoral. Pardon, il a fait 10 fois le score de Anne Hidalgo. Bon, excusez-moi, ou de Yannick Jadot. Moi, personnellement, j'ai soutenu Yannick Jadot, il a fait 4,5. Bon, j'aurais préféré qu'Yannick Jadot fasse 20 comme Mélenchon. Bon, c'est une réalité. Pardon, Eric, mais t'es pas non plus un perdreau de l'année. La politique, c'est quand même des rapports de force. Oui, donc celui qui a fait 1,5 ou 4,5 va pas expliquer à celui qui a fait 20
que c'est sa ligne politique qui l'emporte. Donc à partir de là, non mais personne n'a vendu son âme. En 2022, il y a une plateforme. Il y a eu une plateforme. La NUPES, c'est pas fabriqué. Alors c'est fabriqué très rapidement. Très rapidement, autour d'une plateforme politique. C'était pas le programme commun de Mitterrand de Fabre et de Marchais. Si tu veux me faire dire qu'aujourd'hui, la NUPES n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il y a des divergences, tout le monde le voit, c'est un secret de polichinelle. Et je vais te dire, il y a même des divergences à l'intérieur de la France Insoumise. Parce qu'il y a une partie de la France Insoumise qui dénonce la gouvernance et certaines prises de position d'autres membres de la France Insoumise. Voilà, donc c'est pas... C'est évident que c'est compliqué. Dans le prolongement de ce que dit Alexis, je pense que les dirigeants de LFI, ils s'en foutent en fait. Attendez, arrêtez, on vous entend pas, on a un petit problème de micro, mais vous allez peut-être Éric Tegner. Oui, alors, non. Mais justement, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Alexis Bachelet, c'est-à-dire qu'il faut quand même entendre qu'effectivement il y a des gens qui ont voté Mélenchon. Et qu'aujourd'hui, y compris au sein de la nouvelle génération, pas seulement issus des banlieues ou de l'immigration, il y a une certaine frange de la population qui soutient la cause du Hamas, en tout cas, et sur cette idée que véhicule Mélenchon aujourd'hui. Moi, j'essaye d'avoir des fréquentations au sein des jeunes qui sont aussi bien de droite et de gauche, et j'ai été surpris ces derniers jours de voir des amis de gauche qui sont du genre à s'informer, vous savez, par exemple sur Brut, ces médias digitaux qui aujourd'hui font 3 publications sur 4 sur les bombardements à Gaza, et qui me disaient oui Eric, mais en même temps tu comprends, on peut comprendre un peu ce qu'ils ont fait, etc. Ne négligeons pas le fait que en termes de combat médiatique et culturel, il y a quand même un électorat de ce côté-là, et un électorat qui n'est pas seulement issu des quartiers et pas seulement issu de l'immigration. Et moi, c'est en tant que jeune, j'ai 30 ans, c'est ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que la responsabilité d'autres médias, moi je vous parlais de Brut, personne n'en parle à chaque fois. Brut, c'est la première plateforme digitale en France, c'est la deuxième plateforme digitale en Europe. Aujourd'hui, vous allez voir leurs contenus, sont des contenus aujourd'hui qui sont clairement anti-Israël, dans la mesure où en fait, quand vous mettez 90% de vos images où ça montre les bombardements à Gaza, à un moment donné, eh bien, c'est pas neutre de faire ça. Rassurez-moi, et ils ça, ont aussi parlé des événements du 7 octobre et des attentats bien du 7 sûr, octobre. Mais en fait, ils savent très bien ce que ça implique. Déconner, ils sont sur une logique de rééquilibrage, d'essayer de donner l'impression à ces jeunes qui ne sont pas informés sur les réalités géopolitiques et qui juste abreuvent du TikTok, abreuvent de l'Instagram. Moi, je le vois à chaque fois que je leur parle, ces jeunes-là de gauche. Si au bout de 5 minutes de débat, ils ont arrêté parce qu'ils suivent pas, ils connaissent pas. Simplement, ils vont se dire, ouais, mais j'ai vu ça aussi de l'autre côté, donc. D'une certaine façon, c'est triste, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et dans le fond, il faut sauver la planète. C'est exactement le genre de discours que j'entends. Et ça, c'est très compliqué, il faut le voir, Lucine. Alors, Michel. Non, moi, je veux dire plusieurs choses. D'abord, je pense que LFI s'en fout de l'avenir de la NUPES, parce que principalement à cause des résultats de la présidentielle de 2022. Je pense qu'il y a une radicalisation des électorats qu'a très bien senti Mélenchon. Il l'a conceptualisé. Il faut tout conflictualiser. Il l'a exactement. Son dernier livre, qui je crois est un flop éditorial, et sur l'insurrection, il est dans une stratégie de radicalisation. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette stratégie de radicalisation, ils ont été ils ont eu un éclair de lumière lorsqu'ils ont vu le sondage de La Croix, le quotidien La Croix, en 2022, qui nous a expliqué qu'il y avait eu un vote musulman massif pour Mélenchon 60%. En 2022. Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau dans le paysage politique français. C'est-à-dire la deuxième religion de France, sinon la première en termes de pratique quotidienne, voter massivement pour un candidat précis, c'était nouveau. Or, moi je considère, et j'arrête pas de le dire, que LFI considère que l'électorat musulman est la base électorale sur laquelle prospère ce parti politique et sur lequel ils ont beaucoup de confiance pour l'avenir. Le drame, c'est que LFI prend en otage l'électorat musulman et considère cet électorat musulman qui est fait de citoyens républicains, laïcs pour beaucoup d'entre eux, comme en fait un électorat islamiste. Et c'est ça qui est absolument dramatique, parce que LFI est complice. Tous les tweets dont on parle, tous les refus de dire que le crime contre l'humanité du 7 octobre, c'était des attentats terroristes.
tout cela, ça participe d'une récupération, d'une prise en otage des musulmans français qu'ils prennent, eux, pour des islamistes. Et c'est dramatique, et c'est pour cela que l'avenir va être très très compliqué, parce que malheureusement, démographiquement, leur analyse sociologique n'est pas fausse. Juste celle de LFI. Un mot à Stéphane, notre fidèle auditeur, qui dit à Éric Tegner, va sur le terrain comme Rémi Buzine et tu pourras parler. C'est exactement. Il est sur le terrain, le coco, là, avec un cas. C'est exactement ce que fait. Moi, en 12 mois, j'ai passé 6 mois. Je suis allé sur la route migratoire Tunisie, Lampedusa. J'étais le premier journaliste français là-bas. J'ai fait toute la route des Balkans. J'ai rencontré des migrants issus de Syrie, issus d'Afghanistan, issus d'Afrique. Et vous nous racontiez sur les manifs à chaque exactement, fois. Exactement, et sur les manifs, on y était, la manif palestinienne qu'on a couvert justement place de la Bastille la semaine dernière. Donc je le remercie parce qu'il salue le média de terrain, et de certaine façon, je vois qu'en fait, effectivement, les gens croient aujourd'hui qu'il n'y a que brut, et c'est ce dont je parlais. Ils ont une puissance parce qu'ils ont une puissance financière avec eux que nous on n'a pas, par exemple, parce qu'ils ont des milliardaires avec eux qui investissent énormément. Avoir des présupposés idéologiques alors que vous-même vous en avez. Non. Moi, ce que je reproche à Brut. Oui, mais moi, les gens savent. Les gens savent. Aux autres, vous êtes trop engagés. Non. Le problème de la nouvelle génération aujourd'hui, c'est que quand ils regardent Livre Noir, ils savent très bien ce qu'on pense. Quand ils googlisent Livre Noir ou qu'ils regardent notre page Wikipédia où on est diabolisé, il n'y a pas de problème. Nous, on affiche la couleur. Mais parce que vous n'avez pas de parti idéologique. C'est que Brut. Mais vous n'avez pas de parti idéologique. La différence, c'est que Brut, lors d'un. La différence, c'est que Brut, lors du bac de philo, lors du bac de philo, vous pouvez citer Brut. Pour votre page Wikipédia qui vous défend, vous pouvez citer Brut. Nous, vous pouvez pas nous citer. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes qui regardent Brut aujourd'hui, ils pensent que c'est neutre et ils pensent que c'est objectif. C'est ça, la différence. Et c'est ça l'énorme problème. Parce qu'à chaque fois que je vois justement des jeunes de gauche, ils me disent quoi? Ils me disent ouais, mais toi en même temps, t'es orienté, c'est politique. Moi, j'ai regardé l'information réelle chez Brut. Bah non, désolé, en fait, c'est un parti pris. Il y a mieux que Livre Noir, Wikipédia qui caricature Livre Noir. Moi, ma page Wikipédia, c'est presque une excuse, elle a été supprimée par Wikipédia. Faut que tu la réécris. J'ai été supprimé. Non, j'ai été supprimé parce que sur des administrateurs de modérateurs, ils ont considéré que j'étais un complotiste, ils ont considéré que j'étais un facho, ce qui est complètement même pas la peine de répondre. Bon. Voilà la censure dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Allez, oui, non, mais je suis censuré. Oui, vous êtes censuré, mais vous parlerez après la pub. On reporte la censure. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, parlons de l'attaque hier, de l'attentat à Bruxelles, attentat islamiste, puisque l'assaillant a fait allégeance sur une vidéo qui a été diffusée et likée, très likée par pas mal de D'ailleurs, juste gens. Un petit commentaire, pardonnez mon esprit en escalier. Oui. Hier, il y avait un match de foot, Belgique-Suède, n'est-ce pas? Oui. Et l'assassin islamiste a tué 2 supporters suédois. Vous croyez qu'on va attendre la journée pour avoir un nouveau tweet de monsieur Benzema, footballeur illustre s'il en est, puisqu'il s'agit de football, il s'agit de supporters? Est-ce qu'il va condamner cet attentat? Non mais attendez, c'est une vraie question. Et c'est dans sa sphère. C'est du football. Les gens sont restés pendant des heures dans le stade du Roi Baudouin parce que personne ne pouvait sortir. Ils ciblaient des gens avec des maillots. Parce que mais là, j'espère. Et pourquoi Karim, si tu nous entends, fais un tweet. Et j'aimerais ajouter une chose. Je pense qu'il écoute Sud Radio. Début septembre. Écoute, il regarde Al Jazeera plutôt. Début septembre. Al-Qaïda, le magazine, entre guillemets, je trouve ça horrible d'entendre dire que c'est à appeler à des attentats terroristes en Suède et en France. Cause des en France. Et donc je ne serais pas étonné que l'assassin, le terroriste de Bruxelles, ait appliqué l'ordre qui a été donné par Al-Qaïda début septembre. Et d'ailleurs, sur ces donc pour la France, soyons très inquiets parce que véritablement, je pense que malheureusement, il y a un retour d'une vague islamiste très très forte. Et d'ailleurs, pourquoi s'en étonner quand vous voyez que, par exemple, dans tout le Sahel, vous avez maintenant une recrudescence depuis 1 an et demi des attentats terroristes islamistes qui provoquent des mouvements migratoires très importants par lesquels de nombreux terroristes pourront aisément s'infiltrer, si ça n'est déjà fait. Voilà, on est dans une période malheureusement de grand danger. Alexis Bachelet, qu'est-ce que vous vouliez dire avant la pub ? Je ne sais plus. Bon. Et juste si je voulais répondre parce que. Ah oui, on était sur. Oui, bon, c'est un peu.
On peut passer sur Wikipédia et sur la neutralité des médias. Oui. Et bon. Oui, mais il y en a qui affichent leur Libération. On sait ce qu'on lit, on sait ce qu'on lit quand on lit le Figaro, on sait ce qu'on lit quand on lit l'Humanité. Oui, assumer, sauf que on peut pas reprocher aux autres ce que non, mais ce que disait Éric Tegner, c'est que les biais. Oui, peut-être que Brut n'affiche pas. La couleur. C'est juste ça qu'il disait. Éric Tegner le souhaiterait ou que lui-même le fait dans son média. Non, mais que le prétend au final, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire à Michel aussi par rapport à son intervention précédente sur les électorats, etc. Moi, mais peut-être je me trompe. Je dis pas que. Mais moi, j'ai été élu plusieurs fois à des élections, donc je prends jamais les électeurs pour des imbéciles ni les gens qui consomment des médias. Donc il faut que vous acceptiez. Il faut que vous acceptiez qu'en démocratie, et moi, pour moi, il n'y a rien de plus important que la démocratie, on n'est pas tous d'accord, et forcément, que les médias et les partis politiques reflètent la diversité des opinions. Mais on est d'accord, mais il faut savoir d'où on parle. Non, mais je veux dire, on reproche à des gens d'avoir un tropisme Mélenchon. Pourquoi Obono ne qualifie pas quand ils vont sur Brut, les gens, on les oblige pas, pardon. On oblige personne. Michel, laisse-moi terminer, je t'ai écouté. On n'oblige personne. On est dans un pays libre. Donc les gens votent pas avec un fusil pointé dans le dos comme dans certains pays où les urnes ne sont pas bourrées comme en Russie dans plein de pays. Les gens votent librement, ils savent pourquoi ils votent et quand ils vont sur Brut, ils savent aussi. S'ils préfèrent aller sur Brut que sur Livre Noir, améliorez-vous. C'est juste que je vous dis, vous êtes dans un milieu concurrentiel, il faut l'accepter. Alors déjà premier point, Brut, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'aussi, ce qu'ils ne disent pas en tout cas, ce qu'ils dissimulent, c'est qu'ils font énormément de contenus qui sont payés par des entreprises. Ce que je veux dire, c'est que je profite de ce micro de Sud Radio justement pour informer, parce qu'il faut informer. L'objectif n'est pas interdire ces médias. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un débat sur la France insoumise, mais il n'y a pas de débat sur ces médias de gauche. J'ai inclus aussi Combini, qui clairement ont choisi leur camp. Voilà, point. Pourquoi aussi? Parce que les journalistes aujourd'hui pensent en termes radio, en termes télé, pensent pas en termes médias digitaux. Je voudrais qu'on parle de Bruxelles et effectivement des conséquences. On sent une Europe assez impuissante, avec un contrôle extrêmement compliqué. Michel, vous le disiez, avec une menace terroriste au plus haut en France. Il faut savoir justement que c'était un illégal. D'accord, qu'il était qui vient de Tunisie, qu'il était connu pour des faits aussi liés au terrorisme, des faits également et au trafic d'êtres humains. Trafic d'êtres humains, ce qui est quand même. Et ça faisait 3 ans qu'il devait être expulsé de Belgique. Exactement. Ce qui est quand même dingue. Ouais. La Belgique, qui rappelons-le, a voulu carter Salah Abdeslam plutôt que le renvoyer en France. Donc à un moment donné, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'on est sur un terreau clairement qui est assez islamiste. Un quart de la population de la région de Bruxelles aussi est musulmane. Et cet attentat a eu lieu à la frontière entre Bruxelles et Molenbeek, qui est très connu pour ces faits-là. Également, c'est intéressant aussi de voir les raisons potentielles de ce terroriste, c'est-à-dire en regardant son profil Facebook qui depuis a été supprimé, on voit effectivement qu'il a invectivé la Suède qui a justement, vous savez, il y a eu des autodafés du Coran. Je vous rappelais que la Turquie d'ailleurs avait alimenté cette haine contre la Suède, donc il faut aussi parler de ses responsabilités. Le deuxième élément, c'est la guerre aussi. C'est ce qui s'est autodafés, c'est pas bien, on est d'accord. Mais bien sûr, le deuxième élément, c'est ce qui s'est passé, mais encore une fois, la réponse doit pas être terroriste. Le deuxième élément, c'est ce qui s'est passé justement en Israël, et ça, bien sûr qu'en fait, ça peut nous arriver aujourd'hui en France. Et il y a les vagues migratoires qui sont de plus en plus importantes, et un point sur lequel, pareil, parce qu'à un moment donné, le but aussi immédiat, c'est d'informer sur ce qui peut arriver demain. Moi, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est la potentielle fuite aussi des Gazaouites, qui à un moment donné, en fait, là en ce moment, le gouvernement israélien les pousse à aller en Égypte. Les Égyptiens, ils les garderont pas. Ils viendront chez nous. Et ce qu'a dit un des proches, justement, de la présidente de la Commission européenne, c'est que tous ces Gazaouites, ils viendront chez nous. Et on peut craindre une vague migratoire d'1 million de Gazaouites dans lesquels il y aura énormément d'infiltrés du Hamas qui arriveront sur le territoire français. Et ça, c'est ce qui m'inquiète énormément. On a une population qui est dans une grande tragédie aussi. Bien sûr, mais il y a comme dans tout, en 2015, il y a des terroristes et des islamistes qui s'étaient infiltrés. Est-ce qu'on peut dire que la situation est suffisamment anxiogène pour peut-être pas non plus vouloir absolument... Non, anticiper, d'accord. Non, mais la question, c'est la question du... Le blocus de Gaza, il y est depuis des années, ils peuvent pas sortir de Gaza. C'est qu'il y a un lien direct entre le terrorisme et l'immigration. Et on le voit justement sur les 2 attentats qu'il y a eu consécutivement ces 10 derniers jours. À chaque fois,
ce sont des personnes qui auraient dû être expulsées du territoire européen. Donc ce lien-là, il faut le voir. En gérant ceux qui sont sur le territoire, Darmanin dit qu'il y en avait 486, et ceux qui vont arriver à nouveau, parce qu'il ne faut pas croire, en ce moment, il y a des gens qui traversent tous les jours cette frontière européenne. Donc commençons aussi par nous occuper de cela. Oui, mais il y a aussi alimenter des conflits qui créent des millions de réfugiés. Ce qu'on a évoqué hier, c'est aussi sur le sol français. C'est-à-dire ceux qui sont français. À un moment donné, il faut aller dans sa porte aussi. Michel, et moi je voulais juste dire, rebondir encore une fois sur ce que disait Alexis. Madame Obono refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste parce qu'elle se dit que pour la cause palestinienne, si elle le dit, elle perd une partie de son électorat musulman. Et mais c'est dramatique. C'est complètement idiot. J'espère qu'elle se trompe. Je pense qu'elle se trompe, mais c'est dramatique et c'est véritablement jouer avec le feu dans notre pays. Oui, Eric. Juste un petit focus sur l'Europe. Je me souviens, il a fait beaucoup de déclarations au président de la République. Pendant la campagne électorale, il avait dit il faut revoir Schengen. Vous vous souvenez ? Bon. Il n'est plus président de la République, en fait, il est président des constats, Emmanuel Macron. Vous voyez, il fait des constats, mais en réalité, il ne tire aucune action, aucune leçon, aucune décision. Et puis, je rappellerai aussi que ça fait 4 ans qu'il y a un paquet au niveau de Bruxelles qui est en discussion, qui s'appelle Asile et Immigration, je crois. Personne, ou pratiquement personne, n'est d'accord sur rien concernant l'immigration. Pendant ce temps-là, le problème devient incandescent. Et l'Europe est infoutue d'avoir une politique migratoire digne de ce nom. Donc en réalité, on peut dire ce qu'on veut, faire les déclarations qu'on veut. Pour l'instant, et moi j'ai habité Nice longtemps, on les voyait passer à Menton, les gens. Attendez, c'est ça la réalité. Dans un instant, André Berkoff sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.